Voici Taïwan, plus officiellement appelée République de Chine. Un pays principalement connu pour deux choses, ses relations tendues avec l'autre Chine et sa contribution au monde en fournissant des semi-conducteurs avancés qui sont devenus cruciaux pour faire fonctionner chaque aspect de notre vie quotidienne. Il est regrettable qu'une économie aussi vaste, dynamique et surtout influente ne soit évoquée que dans le contexte de ces deux problèmes, car il y a tant de choses à apprendre de cette dernière, tant dans la façon dont elle sert son peuple que dans sa contribution à l'économie mondiale. Aujourd'hui, Taïwan est l'un des pays les plus prospères au monde, et l'une des raisons pour lesquelles la République populaire de Chine s'efforce tant de discréditer le pays sur la scène internationale est que cette nation insulaire est une démonstration évidente de ce que le continent aurait pu être si ce n'était pas pour les erreurs de leur gouvernement dans le passé et même plus récemment. Ajusté en parité de pouvoir d'achat, Taïwan est le 12e pays le plus productif au monde, dépassant des pays tels que les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Australie et le Canada. Cette productivité s'est traduite par des normes de vie extrêmement élevées pour les citoyens taïwanais, qui obtiennent de meilleurs résultats que les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon selon l'indice de développement humain. Cependant, jusqu'à très récemment, cela n'a pas toujours été le cas. Lorsque le pays tel qu'il existe aujourd'hui a été fondé, il était bien plus pauvre que la Chine continentale, un pays qui avait un accès bien plus important aux ressources, y compris par habitant. Les leçons que les économistes peuvent tirer du miracle économique taïwanais sont bien plus importantes et applicables à nos propres économies que les spéculations sur les conflits futurs. Au-delà de cela, aussi importante que soit la fabrication de microprocesseurs, non seulement pour le pays mais aussi pour l'ensemble de l'économie mondiale, Taïwan n'a pas atteint son niveau actuel de succès économique grâce à une seule industrie. Alors, quels sont les défis économiques auxquels fait face l'économie taïwanaise ? Comment a-t-elle réalisé une croissance économique aussi constante malgré ces défis ? Et enfin, ces mêmes leçons pourraient-elles être appliquées à la longue liste des économies en développement qui luttent aujourd'hui ? Une fois que nous aurons parcouru tout cela, nous pourrons placer Taïwan sur le classement de l'économie expliquée. Nous l'avons déjà fait par le passé, et il avait obtenu le score assez impressionnant de 7,2 sur 10. Mais depuis lors, l'économie a considérablement progressé. Il est donc temps de mettre à jour les données. Taïwan, officiellement appelée République de Chine, a été formée il y a plus de 100 ans sur le continent chinois. Les idéaux de marché libre et de démocratie de cette nouvelle nation se sont heurtés au Parti communiste chinois et au pays qu'il voulait créer, la République populaire de Chine. Après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants de la République de Chine ont été contraints de fuir le continent face aux forces communistes qui ont finalement pris le pouvoir après des décennies de combats. La République de Chine s'est installée sur l'île de Formose, aujourd'hui mieux connue sous le nom de Taïwan. Voici l'histoire incroyablement simplifiée de la façon dont Taïwan est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, mais qui explique toujours pas pourquoi elle est si universellement rejetée par la plupart du monde. Jusqu'en 1971, les États-Unis et leurs alliés reconnaissaient officiellement la République de Chine comme la véritable Chine, principalement parce que son gouvernement n'était pas communiste. Finalement, la République populaire de Chine, celle à laquelle nous pensons tous lorsque nous pensons à la Chine, est devenue trop importante pour être ignorée. Et un vote a été organisé pour échanger les deux gouvernements à l'ONU. Évidemment, la plupart des États soviétiques et autres pays communistes ont soutenu ce vote, mais certains membres de l'OTAN, de véritables adeptes du libre marché, ont également voté en faveur de la République populaire, car elle devenait l'une des principales puissances mondiales et elle possédait des armes nucléaires. L'ONU a travaillé sans relâche pendant la guerre froide pour prévenir les escalades, mais cela ne fonctionne que si les grands acteurs sont impliqués dans les discussions. Aujourd'hui, de nombreux pays dans le monde existent parce qu'ils se sont séparés ou se sont désunis lors de guerres civiles. La Corée du Nord et la Corée du Sud revendiquent techniquement la totalité de la péninsule coréenne, mais elles n'étaient pas en conflit avec la deuxième puissance mondiale. La Chine continentale a clairement indiqué par le passé que si les pays veulent maintenir des relations diplomatiques avec elle, ils doivent reconnaître sa politique d'une seule Chine, qui considère Taïwan comme faisant simplement partie de la seule et unique Chine qui traverse actuellement une phase rebelle. Officiellement, le PCC reconnaît la République de Chine en tant qu'autorité taïwanaise, la qualifiant essentiellement de pays voyou d'un point de vue diplomatique. Encore une fois, cela est incroyablement simplifié, mais la raison pour laquelle cela est si important pour l'économie de Taïwan est que le monde moderne mondialisé fonctionne sur des relations formelles entre les pays. Si Taïwan n'est pas reconnu en tant que pays, cela rend les choses, comme les accords commerciaux internationaux et l'investissement direct étranger, très difficiles. La Chine continentale le sait, et c'est en grande partie la raison pour laquelle elle exerce une telle pression politique.
pour que les pays ignorent Taïwan et ne fassent rien pour le reconnaître en tant que véritable pays. Voilà pourquoi c'est un événement important lorsque des dirigeants gouvernementaux de grandes nations comme les États-Unis rendent visite à Taïwan. Plus récemment, le gouvernement taïwanais a pu contourner ces restrictions. Taïwan a réussi à se présenter à l'Organisation mondiale du commerce, à l'APEC et même aux Jeux olympiques en agissant sous le nom de Taipei chinois. Ce qui permet aux pays de traiter directement avec eux tout en maintenant qu'ils font partie de la nation chinoise. Un peu comme si l'Australie négociait directement un accord commercial avec la Californie. Bien sûr, cet évitement des règles exige une coopération des deux côtés, et pendant longtemps, les risques n'en valaient tout simplement pas la peine pour que les pays s'engagent formellement avec Taïwan. Mais cela a commencé à changer après le grand tournant. Avant les années 1980, Taïwan était un pays désespérément pauvre. Son expulsion de l'ONU et la crise pétrolière de 1973 l'ont également gravement affecté. Et pour la plupart, c'était juste une région agraire que le monde essayait d'ignorer. Sur le plan intérieur, le pays était toujours sous la loi martiale, car techniquement, Taïwan était simplement considéré comme une grande base militaire où le gouvernement exilé planifiait des opérations militaires pour reprendre le continent. Bien sûr, cela ne s'est jamais produit et aujourd'hui, le pays a pratiquement perdu tout l'intérêt officiel pour toute hostilité envers le continent. Dans les années 1980, le gouvernement s'en est rendu compte et a lancé le développement des 10 grands projets de construction. Lorsque les gens pensent à l'économie de Taïwan, ils ne pensent qu'à la fabrication de microprocesseurs. Et bien que cela soit important pour tous les autres pays du monde qui ont besoin de ces puces pour faire fonctionner leurs économies modernes, ces 10 projets ont été un tournant plus important pour l'économie interne de Taïwan. Les 10 projets comprenaient des chantiers navals, des raffineries de pétrole, des infrastructures de transport, un grand port maritime, un aéroport international et une centrale nucléaire, dont bon nombre sont encore en activité aujourd'hui, 40 ans plus tard. Ces projets étaient extrêmement coûteux et ont nécessité au gouvernement de l'époque de contracter beaucoup de dettes pour les réaliser. Comme pour toutes les économies, le plan était que ces projets permettraient le développement de nouvelles industries qui rembourseraient l'argent dépensé pour ces projets et en généreraient davantage en taxes. Simplement construire les projets n'était pas suffisant pour y parvenir. La meilleure infrastructure au monde est inutile s'il n'y a pas d'industrie pour en profiter. Le principe « si vous le construisez, ils viendront » n'est pas vrai en matière de macroéconomie internationale. Si Taïwan voulait avoir une chance de rembourser ses nouveaux emprunts, il devrait attirer de nouvelles industries rapidement. Habituellement, les pays en développement y parviennent, en agissant comme un lieu propice pour que les entreprises étrangères mettent en place leurs opérations et profitent des industries dans lesquelles elles ont un avantage comparatif. Un avantage comparatif en économie signifie simplement qu'il est plus efficace pour un pays de produire un bien ou un service donné qu'un autre pays. Les États-Unis ont un avantage comparatif sur l'Italie dans la production d'avions commerciaux car ils disposent d'une industrie aérospatiale bien développée, d'un énorme marché intérieur et d'une infrastructure permettant de construire des avions massifs. L'Italie a un avantage comparatif sur les États-Unis dans la production de voitures de sport de luxe et de sacs à main de luxe car elle possède une culture établie de fabrication artisanale de produits de luxe. Le meilleur choix pour ces deux pays serait de simplement fabriquer ce qu'ils ont de mieux et de commercer entre eux. Ainsi, l'Italie obtiendrait des avions de haute qualité et les États-Unis des sacs à main de luxe. L'avantage comparatif des pays en développement tend à être leur main-d'œuvre à faible coût ou leurs ressources naturelles, le cas échéant, ce que Taïwan possède en petite partie, mais pas suffisamment pour développer son économie autour de cela. Maintenant, Taïwan a dû faire face à d'importants défis pour développer ses industries. Le pays disposait de l'infrastructure nécessaire pour les soutenir, mais à cette époque, il était encore effectivement sous dictature militaire en état d'urgence. De plus, il n'avait pas une énorme population et il avait des inquiétudes quant à la manière dont ses différends avec la Chine continentale se dérouleraient. En plus de tout cela, il avait beaucoup de dettes étrangères grâce aux importants projets d'infrastructure qu'il avait mis en place pour attirer l'industrie dans le pays en premier lieu. Pour les investisseurs étrangers potentiels, Taïwan était trop risqué, surtout lorsque d'autres pays de la région comme la Corée du Sud, la Thaïlande et la Malaisie pouvaient offrir les mêmes avantages sans les complications. Les circonstances ont contraint Taïwan à faire les choses à la dure. S'il voulait développer les industries nécessaires pour devenir une économie en développement, voire avancée, il devrait le faire lui-même. 3 des grands projets de construction, à savoir l'acierie, le chantier naval et la raffinerie de pétrole, étaient tous des secteurs industriels à part entière et seraient gérés par des entreprises publiques, offrant ainsi des emplois pérennes dans des rôles à valeur ajoutée pour l'avenir. Toutes ces activités sont toujours en cours aujourd'hui et Taïwan reste l'un des plus grands constructeurs navals,
fabricant d'acier et raffineur de pétrole au monde. Le gouvernement taïwanais a également introduit des politiques de co-investissement dans des entreprises prometteuses des secteurs industriels ciblés, aux côtés d'autres investisseurs nationaux et internationaux. Cela rendait le pays moins risqué pour les investisseurs étrangers car ils pouvaient co-investir aux côtés du gouvernement pour démarrer les mêmes opérations à un coût initial beaucoup plus faible. Cela a également aidé le gouvernement à allouer efficacement le capital, car cela réduisait les chances de mauvais investissements causés par la corruption ou de mauvaise planification du gouvernement, car il avait toujours besoin du soutien d'une entité privée motivée par le profit. Le pays avait vu le succès de l'électronique grand public dans des endroits comme la Corée du Sud et le Japon et voulait se lancer dans cette industrie par lui-même. Mais d'une manière astucieuse, le pays souhaitait faire les choses un peu différemment. Au lieu de fabriquer ses propres produits électroniques grand public pour rivaliser avec tout le monde, le gouvernement taïwanais a collaboré avec Philips, une entreprise électronique néerlandaise, pour investir dans une entreprise appelée TSMC. Cette entreprise se concentrait exclusivement sur la fabrication de semi-conducteurs pour satisfaire d'autres entreprises plutôt que de rivaliser avec elles. Aujourd'hui, TSMC est la plus grande entreprise du pays, le plus grand exportateur et certainement l'industrie qui attire le plus l'attention sur le pays. Mais cette success story n'est qu'un exemple de ce qui a rendu Taïwan si prospère aujourd'hui. Taïwan est une économie très axée sur le commerce, avec ses exportations représentant 70% de leur PIB, mais seulement un tiers de leurs exportations sont des circuits intégrés. Le pays est toujours compétitif dans tout, des machines aux produits chimiques en passant par d'autres équipements de pointe. Ils importent des ressources du monde entier, leur ajoutent de la valeur avec leurs industries de pointe, leur infrastructure de pointe et leur population hautement qualifiée, puis ils exportent ces ressources avec une forte marge bénéficiaire. Cela semble être le système économique le plus basique inimaginable, mais arriver à ce point n'a pas été si facile, et c'est un défi que beaucoup d'autres économies n'ont pas réussi à surmonter. C'est aussi quelque chose qui rend l'économie à la fois plus et moins sécurisée. La raison pour laquelle les tensions entre Taïwan et la Chine suscitent autant d'attention est que toutes nos économies dépendent fortement des industries hébergées dans ces deux nations. Il y a actuellement plus de différends territoriaux dans le monde que nous ne pourrions en nommer dans une seule vidéo et la plupart des gens n'ont jamais entendu parler d'aucun d'entre eux. Taïwan a des accords de protection avec certains des pays les plus puissants du monde, non pas par bonté de cœur, mais parce qu'ils ont besoin de maintenir leur approvisionnement en puces informatiques haute technologie. Mais cela commence à changer. D'importants investissements ont été faits dans le monde entier pour construire de nouvelles installations de fabrication de semi-conducteurs afin de réduire la dépendance mondiale à l'égard d'un seul pays se trouvant dans une position géopolitique compromise. Cela combiné à la tendance plus générale de la relocalisation et du friendshoring dans la fabrication pourrait nuire gravement à une économie dépendante des exportations tout en supprimant son plus grand argument en faveur de la protection internationale. Espérons que ces problèmes ne se concrétiseront jamais complètement à Taïwan, mais c'est quelque chose auquel le pays devrait se préparer. Ok, maintenant il est temps de placer Taïwan sur le classement de l'économie expliquée, ce que nous avons déjà fait auparavant, mais c'était il y a 3 ans et les données sont maintenant périmées en raison de nombreux changements majeurs dans l'économie mondiale depuis lors. Une autre petite mise en garde avant de commencer, c'est que nous utilisons normalement les chiffres de la Banque mondiale pour les évaluations, mais comme la Banque mondiale ne suit pas l'économie de Taïwan, nous utiliserons plutôt les chiffres du FMI. Les méthodologies de ces deux organisations sont légèrement différentes, donc leurs chiffres sont aussi. Ce ne sera pas dramatique, mais cela vaut la peine d'être mentionné. En commençant comme toujours par la taille, Taïwan a un PIB nominal de 762 milliards de dollars, ce qui en fait la 21e plus grande économie du monde, juste devant la Pologne et juste derrière la Suisse. Taïwan obtient un 7 sur 10. Cette production est réalisée par une population de 23,5 millions de personnes, ce qui donne au pays un PIB par habitant très respectable de 33 907 $. Il a atteint ce niveau tout en maintenant un coût de la vie relativement faible, ce qui signifie que, selon les chiffres nominaux et ajustés en parité de pouvoir d'achat, il soit à peu près au même niveau que le Japon. C'est donc l'un des pays les plus prospères du monde, se classant entre le Danemark et les Pays-Bas. Mais comme nous utilisons des chiffres nominaux, Taïwan obtient 7 sur 10. La stabilité et la confiance sont bonnes mais pas excellentes. Le pays dispose maintenant d'un processus démocratique solide, d'un système juridique bien fonctionnel, de sociétés de premier plan et d'une dette nationale relativement faible. Mais il dépend également fortement des exportations. Et aussi improbable que cela puisse être dans un proche avenir, il y a toujours ces tensions avec son voisin beaucoup plus grand et plus puissant à l'ouest. Taïwan obtient encore un 7 sur 10.
La croissance a été forte au cours de la dernière décennie. L'économie a augmenté de plus de 50% grâce en grande partie à sa sélection de plus en plus diversifiée d'exportations de grande valeur. Taïwan obtient un 8 sur 10. Enfin, l'industrie. Évidemment, Taïwan réussit très bien ici. Surtout que les industries de fabrication traditionnelles qui transforment les matières premières en produits plus précieux, qui peuvent être vendus avec profit, mais il est encore à la traîne des grandes puissances industrielles mondiales. Si ce n'est parce que c'est un pays plus petit avec une population plus réduite. Il n'est pas non plus aussi développé dans des industries telles que la finance, les biens de consommation, l'automobile et la technologie de l'information. C'est correct pour sa taille, mais pas un leader mondial. Il obtient donc un 8 sur 10. Dans l'ensemble, cela donne à Taïwan un score plutôt impressionnant de 7,4 sur 10, le plaçant quelques places plus haut dans le classement. Nous avons récemment réalisé une vidéo sur le groupe mondial BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Le groupe économique auquel Taïwan s'oppose directement. Vous pouvez cliquer dessus à l'écran maintenant. Merci de nous avoir suivis. Ciao!